c'est que les médecins et les étudiants en médecine aujourd'hui qui s'engagent, pour une bonne partie, le font parce que c'est un des rares moyens qu'offre encore la société pour sauver ses élites et leur permettre de garder le pouvoir, l'argent, les carrières. Voilà, c'est la vocation médicale est très largement dévoyée pour en réalité être un strapontin et voilà, pour aller et une passerelle pour effectivement aller vers ceux qui veulent, c'est ce que j'appelle les sachants, les possédants, voilà, et ceux qui ont le pouvoir. Donc et un des moyens extraordinairement juteux pour alimenter ce système, à la fois dans la carrière que vont développer ces médecins, notamment au sein hospitalier, mais également pour... c'est en fait l'industrie du médicament et l'industrie des dispositifs médicaux. La sélection de classe à l'entrée. Oui, il y a une sélection parce de que classe. c'est du super Bourdieu, l'école de médecine, hein, Ouais. pour y entrer. Et Ouais. puis les mômes du peuple, j'en sais quelque chose parce que j'en ai dans ma famille. Si tu n'as pas fait l'année de classe prépa qui coûte un maximum, c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer d'entrer en médecine. Il y en a encore, cela dit. Je vois, moi, à la faculté de Brest, on a quelques étudiants absolument magnifiques et qui viennent de familles très rurales. On en a encore quelques-uns et c'est très chouette. Mais après, je ne sais pas quelle va être leur trajectoire. C'est-à-dire que si ça te donnait un métier, j'ai envie de dire comme un autre. Voilà, c'est exactement ce que moi, je suis... Tu commences par dire, je vais recruter, je vais dire n'importe quoi, un chiffre au hasard. Mais c'est comme devenir instituteur, mais ça devrait... Ouf, le machin s'effondrerait. Ça devrait comme devenir instituteur, comme devenir professeur des écoles, comme devenir professeur de collège. Eh bien, je deviens médecin et je ne serai pas au-dessus de tous ces gens-là. Je serai à leur niveau. Les écarts de salaire entre les infirmières et les médecins, tout ça est aberrant. Oui, j'ai honte par rapport à l'instituteur et au professeur de mes enfants. Et les médecins sont devenus, pour beaucoup, et notamment à l'hôpital, véritablement les hommes sandwich de cette logique-là. Et c'est très impressionnant, à tel point qu'aujourd'hui, un jeune médecin, un jeune étudiant en médecine qui veut échapper à ce système, qui va faire de lui, qu'il le veuille ou non, un porte-parole et un homme sandwich de l'industrie pharmaceutique, ne peut plus aller travailler à l'hôpital, parce qu'il sera marginalisé. Et les médecins qui veulent s'en sortir, je peux très bien parler, parce que c'est le cas de mes proches, vont choisir, et heureusement, et pour pas seulement ces raisons-là, la médecine générale ou la médecine rurale, parce que d'abord, les déserts médicaux sont absolument effrayants, et c'est là que peut s'exercer vraiment la vocation médicale, et l'envie de soins, et la deuxième chose, c'est que c'est la seule façon, effectivement, d'échapper à un système qui ratisse et qui capte totalement la matière intellectuelle des médecins hospitaliers. C'est monstrueux ce qui se passe à l'hôpital. Cette et on ne peut pas y échapper. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une corruption et je n'avais pas idée à quel point cette emprise était massive. Il y a un rapport de l'IRIGAS qui parle d'une influence systémique. Systémique. C'est ça. De la pharmaceutique, c'est-à-dire que c'est pas seulement en un point du système. C'est pas un point du système. Voilà. Influence systémique. C'est-à-dire du haut en bas, du simple prescripteur jusqu'à du simple prescripteur jusqu'à la grande ville, voilà. Jusqu'au décideur. Ouais. Ensuite, deuxième point, une mise en cause du service public de la médecine de proximité. Alors là, pour le coup, c'est le grand échec de ce gouvernement, me semble-t-il, l'incapacité à maîtriser la pénalisation des dépassements d'honoraires, voire même à les institutionnaliser. Et il faut savoir, les dépassements d'honoraires comptent beaucoup pour l'aggravation des restes à charge et sont un véritable cancer pour la solidarité devant les soins. Bien. Mais c'est aussi une mauvaise... Ça va de pair avec la pénurie organisée. Bien sûr. C'est vraiment l'un a pu nourrir l'autre. Voilà. Une mauvaise répartition historique des médecins sur les territoires aiguisés donc par la crise de la démographie médicale, mais aussi, contrevenant tous les discours politiques, le déclin de la médecine générale. C'est-à-dire on dit qu'on va revaloriser sans arrêt, c'est comme la prévention, on va revaloriser la prévention, on va revaloriser la médecine générale, et plus on le dit, plus ça décline.
Donc la médecine générale, c'est le résultat du FC Que Choisir, effectivement, elle est beaucoup moins rémunératrice, on ne peut pas faire de dépassement d'honoraires, tandis que quand on est spécialiste, on peut se mettre en secteur 2, on peut faire des dépassements d'honoraires. Donc quand les médecins doivent choisir, évidemment, ils veulent tous être spécialistes et pas généralistes, alors que même la médecine de proximité, le service public de la médecine de proximité, doit reposer sur les médecins généralistes comme pivot. Donc en ce moment, on est en train de dire on va transférer des activités de l'hôpital vers la médecine de ville, alors que la médecine des villes se dérégule, ce qu'on appelle le virage ambulatoire. D'ailleurs, on va faire maigrir l'hôpital en transférant de l'activité vers la médecine libérale et la médecine de ville. En fait, c'est complètement irresponsable, puisque en amont, c'est de la désorganisation, on le voit d'ailleurs dans les services d'urgence, puisque effectivement, c'est en grande partie l'engorgement des services d'urgence est dû finalement à une grave carence du service public de la médecine de proximité. Donc voilà, effectivement, on a un vrai problème de représentation du corps médical en médecine de ville, parce que, en gros, c'est des syndicats qui sont très faibles et très divisés. Donc quand il y a des affaires des élections professionnelles, oui, mais ça traduit une surenchère autour de l'identité libérale de 1927. C'est-à-dire, c'est plus libéral que moi, tu meurs. C'est-à-dire, celui qui part pour, en gros, être un peu responsable, négocier des progrès un peu pour les patients, par exemple réguler les dépassements d'honoraires, tout ça, il se fait sabrer immédiatement aux élections professionnelles suivantes. Donc on a un système assez pervers, où effectivement, en gros, il y a une pratique de surenchère des syndicats de médecins libéraux qui s'aligne, je dirais, sur la frange la plus... Enfin, ce qu'on parlait, des machines à sous, enfin, les spécialistes, etc., qui sont sur des franges très... C'est historique en France, hein, qui sont sur une position très libérale, enfin libérale pas au sens économique, les médecins libéraux ne sont pas libéraux au sens économique, ils détestent le libéralisme économique, sauf pour les autres. Ils sont payés par la Sécu. Ils sont payés par la Sécu, ils ont un monopole, enfin bon, etc. Donc c'est le contraire de la concurrence. Donc ils sont libéraux au sens des arts libéraux, mais pas du tout libéral au sens économique du terme, sauf pour les fonctionnaires. Bon, bref. C'est une bonne amorce, me semble-t-il, par la santé, d'aborder la question économique. Et alors la question, pour rebondir, la question des maladies chroniques, elle retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, les malades chroniques, c'est un peu un espèce de supermarché pour les spécialistes, ce qui est complètement anormal. C'est-à-dire qu'un patient d'un certain âge qui va cumuler du diabète, de l'hypertension, la bronchite chronique, etc., il va faire le bonheur, et en particulier financier, de tout un tas de spécialistes. Avec les conséquences ophtalmo, il va aller voir son pneumologue, il va aller voir son cardiologue. Et en fait, ça occupe pour des suivis qui n'ont aucun sens. Ça n'a pas de sens qu'un cardiologue revoie tous les ans ou tous les 6 mois un gars hypertendu. Il met en place un traitement et il sera exclusivement le consultant éventuel, même peut-être d'ailleurs pas forcément en revoyant son patient, du médecin, la personne référente. Et si on redonnait aux spécialistes, en diminuant leur nombre de façon drastique, c'est-à-dire en leur interdisant de faire de la médecine, voilà, il y a tout un tas de suivis qui n'ont aucun sens en fait. C'est le tiroir caisse chez chaque spécialiste. Oui. Il faut recentrer. Mais les gens seraient très malheureux si on leur supprimait. Oui, mais pas le généraliste. Allez voir le spécialiste, c'est pas très efficace. C'est même souvent parce que vous vous retrouvez avec plusieurs ordonnances contradictoires avec des interactions médicamenteuses majeures parce qu'il n'y a pas de chef d'orchestre de ça. Vous avez plusieurs prescripteurs qui valent cher. Et puis alors, ce qui est en plus terrible, moi pour le savoir, parce que je donne des consultations avancées à l'hôpital de Carhaix, en centre-Bretagne, où le désert médical explose. Et donc les gens viennent me voir et me demandent, tant qu'on y est, de refaire toutes leurs ordonnances, parce qu'ils n'ont plus de médecin pour renouveler leurs ordonnances. Donc ça devient absolument dantesque. Mais indépendamment de ça, effectivement les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux, donc ils vont voir des spécialistes. Ça coûte cher et surtout ça va aboutir à des prescriptions non coordonnées, inefficaces, avec des effets secondaires. Une autre façon de s'occuper des gens, c'est de favoriser effectivement des médecins généralistes mieux payés, de trouver un moyen effectivement pour qu'ils soient plus présents dans la ruralité et dans les déserts, mais il faut peut-être maintenant sortir de la conception du médecin de famille, jour et nuit, corvéable, jour et nuit, etc. Ça n'existe plus. Il faut trouver autre chose.
À l'hôpital, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les élites médicales, les praticiens des PPH, alors surtout parisiens, et puis après il y a les praticiens hospitaliers, il y a les différentes spécialités, donc c'est encore très très éclaté. C'est ça le problème dans la santé. Et ils s'unifient, là je parle de politique, ils s'unifient sur des positions défensives. C'est-à-dire, par exemple, ça pourrait être autour de quand on veut fermer le secteur 2 dit à honoraires libres, qui pose un vrai problème. Donc, en tout cas, le mieux le réguler. Tout de suite, on a les internes qui descendent dans la rue avec les spécialistes libéraux. Alors là, ils font front, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a une représentation des intérêts, en tout cas médicaux, qui est très réactive. C'est-à-dire qui ne s'est pas structurée historiquement pour être une force de proposition pour faire avancer les choses dans le bon sens, quoi. Pour dire le niveau de pourrissement quand même de nos élites médicales. Et puis donc toute l'année 2011 a été une série de révélations écrasantes, accablantes, convergentes. Je pensais que ça allait profondément ébranler effectivement le milieu médical. Ça a été le cas, mais pas comme je l'entendais. Ça a été une agrégation corporatiste derrière Servier. Pour défendre Servier, c'est encore vrai jusqu'à aujourd'hui, en écrasant totalement les plaintes des victimes et ceux qui les défendent, et c'est encore la réalité aujourd'hui de l'affaire du Mediator. Pour moi, c'est l'Académie de médecine, les grandes sociétés savantes médicales, aujourd'hui, défendent pied à pied les intérêts du laboratoire Servier contre toute évidence scientifique, je dirais pénale, enfin juridique, judiciaire, même s'il n'y a pas eu encore aujourd'hui un procès pénal. Et pour moi, l'après-Mediator est ce qu'il y a de plus difficile à avaler. Je ne pouvais pas imaginer que le corps médical à laquelle j'appartiens allait massivement trahir les gens qui avaient été intoxiqués délibérément par un poison. Ces gens-là, ce sont des gens simples, ce sont des gens du peuple. Le Mediator, c'était le coupe-faim des pauvres. L'Isoméride, c'était le coupe-faim des riches. Ils ne valent rien. Ce sont souvent des femmes de milieux extrêmement simples, qui sont obèses, qui n'ont aucun moyen, qui n'ont pas de formation intellectuelle, qui ne peuvent pas se défendre, ni financièrement, ni psychologiquement, ni physiquement, ni même... ce sont des riens qu'on piétine, et ceux qui les piétinent, ce sont des médecins.